On va résoudre l'exercice suivant, qui nous dit calculer la force d'interaction entre deux fils droits infinis, chargés uniformément avec des densités linéaires lambda 1 et lambda 2. Les fils sont perpendiculaires et la distance entre eux vaut L. Donc, déjà, on va se dessiner le problème. On a deux fils qui sont comme ça. Un comme ça, et un autre envers, comme ça. Ils sont perpendiculaires et ils sont séparés par une distance L. Donc le point le plus proche entre les deux fils est de distance L. Ok, donc là il y a deux solutions, deux approches. La première, c'est se dire que la force entre les deux fils, c'est juste la somme de toutes les forces entre chaque petit point du fil 1 avec chaque petit point du fil 2. Quand je dis petit point, c'est juste des portions infiniment petites du câble, parce que en théorie, un fil uniformément chargé, c'est juste une infinité de points chargés. J'espère que c'est assez clair ce que je viens de dire. Donc la première approche, c'est de se dire que chaque petit point, on va calculer la force pour chaque petit point, pour chaque paire de petits points entre les deux fils, et on va du coup intégrer sur les deux fils. Bien sûr, la première chose qu'on remarque, c'est que la force, si on a un repère ici, Z, X, Y, la force va se faire selon l'axe Y, logiquement. Il n'y a aucune raison que le fil commence à aller vers le haut ou vers la gauche, ou vers la droite, enfin, selon X quoi. La seule chose logique, c'est que, comme les deux câbles sont perpendiculaires, ils s'éloignent entre eux selon l'axe Y. Donc on sait que la force va seulement être selon Y. Mais bon, cette méthode-là, elle est un petit peu fastidieuse parce qu'il faut faire une double intégrale, c'est souvent calculatoire, et c'est pas super efficace. Moi, je vous propose une autre méthode qui va utiliser la notion de champ électrique, et donc, je vais expliquer ce que c'est. D'abord, je vais effacer ça, et on passe à l'explication. Ok. En fait, un champ électrique, c'est pas quelque chose de concret, c'est surtout un outil utilisé pour simplifier les calculs. Parce que imaginons qu'on ait une charge ici plus, le champ électrique en fait va être représenté par des flèches sortant du plus et allant vers le moins. Pour calculer la force entre cette particule et une autre particule qui est ici, qu'on va appeler Q, c'est assez simple, il y a une formule. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a plein de particules, s'il y a plein de corps chargés ou d'éléments, qu'on ait quelque chose comme ça? Disons une particule plus ici, quelque chose qui a une autre charge Q ici, qui n'est pas un point, qui est juste une grosse forme, une charge moins ici, puis une autre charge plus ici, ça va vite faire des choses comme ça. Comme ça, puis comme ça. Puis là, ça va s'éloigner, disons, enfin, ça va vite faire des choses comme ça et ça va être très compliqué. Et si on veut calculer la force de tout ce système sur juste un point Q ici, c'est super complexe. Il faut faire la force entre cette particule-là, celle-là, et entre tous les points ici, et c'est vite compliqué. Alors que si on calcule le champ électrique, il suffit juste d'utiliser la formule de la force sur un point, donc ici sur notre point Q, qui est égal à Q fois la valeur du champ électrique à la position du point Q. Et ça, c'est beaucoup plus simple que juste calculer tout ça. Donc une fois qu'on a le champ électrique E, c'est simple de connaître la force émise par le système sur un point. Ces flèches, on va dire que si on prend un point ici, qu'on appelle A, et que A est très chargé positivement, la force euh, générée par le champ électrique, donc ici, le champ électrique c'est juste notre particule, alors que ici c'est l'ensemble des particules qui génèrent un champ électrique. Encore une fois, le champ électrique c'est pas quelque chose de tangible, pas quelque chose de physique, c'est un outil. Mais le champ électrique c'est en gros la direction que la force va prendre sur une particule chargée. Donc ici, notre force, si A est positivement chargé, va prendre la direction du champ électrique. Là c'est logique parce que si A est positif, forcément il va être repoussé par notre point ici. Alors que là c'est moins logique. Donc imaginons que notre point A ici soit positivement chargé. On sait, grâce au champ électrique, que maintenant la force va avoir une certaine amplitude et une certaine direction. C'est ce que nous donne le champ électrique. Il nous donne un vecteur, vu que c'est un champ vectoriel, un champ électrique.
Et au contraire, si, imaginons, on est à un autre point B qui soit négativement chargé, il va suivre le sens opposé des flèches. Donc il va aller vers notre charge plus ici, et ici si on a un point B, eh ben, il va plutôt suivre cette direction. Et plus la charge est élevée, ou plus la charge est basse, plus la flèche va être grande, plus la force va être élevée. Et donc forcément, si on a un point qui a une charge nulle, disons C, bah ça va pas bouger, parce que ça va ni vers le sens des flèches, ni vers le sens opposé. Donc voilà, ça c'est l'explication du champ électrique et pourquoi est-ce que c'est si utile. Et vous allez voir dans l'exercice que c'est très utile aussi. Donc, imaginons, on va refaire le schéma de notre problème. C'était deux fils comme ça. Bon, c'est un peu moche, mais vous voyez, là c'est la distance L. On a deux fils comme ça, un fil qu'on va appeler lambda 1 et un fil qu'on va appeler lambda 2. Si on connaît le champ électrique généré par lambda 1, on va le dessiner comme ça, après je vais l'expliquer pourquoi est-ce qu'il ressemble à ça. Si on connaît ce champ électrique, et ben après c'est très simple de déterminer la force de ce champ électrique sur un point n'importe où dans l'espace. Et donc, imaginons qu'on ait un point ici, on va savoir, si on connaît la charge Q de ce point-là et la distance avec le fil, on va savoir la force qu'exerce ce fil-là sur cette charge-là. Et donc, pour n'importe quel point qu'on aura sur le fil 2, on va savoir la force qu'exerce ce fil-là sur n'importe quel point du fil 2. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec le champ électrique ici, pour chaque petit point de lambda 2, on va calculer la force grâce au champ électrique. Donc on va juste intégrer euh, sur le fil 2. À la place de faire une double intégrale, on va avoir une intégrale toute simple, qui en plus calculatorement n'est pas compliquée, et c'est mieux. Voilà. Donc on va passer à la résolution de l'exercice, et pour ça, je vous propose de le faire en deux étapes. Première étape, on va calculer le champ électrique généré par un des deux fils. On va commencer par le fil 1. Et deuxièmement, on va utiliser ce champ électrique-là pour trouver la réponse à l'exercice, et pour avoir la réponse finale finalement, c'est tout. Donc, partie 1. On a notre fil qui suit l'axe X, qu'on va dessiner ici. Bon, normalement notre fil il est infini, mais bon, je vais pas dessiner quelque chose d'infini, enfin on se comprend. On a notre axe ici XY, et ce fil là il va générer un champ électrique. Et en fait graphiquement c'est logique que le champ électrique, déjà si le fil est chargé positivement, bah on va dire que... Est-ce que c'est écrit? Non, ils disent pas que c'est chargé positivement, mais bon. Ils sont chargés, on va dire positivement. Et donc c'est logique que le champ électrique généré par cette grosse forme, ça soit quelque chose comme ça. Si c'est une charge, si c'est un fil chargé positivement. Enfin, juste graphiquement, c'est pas logique que le champ soit comme ça. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des points, ils soient comme ça. Mais pourquoi? Bah en fait c'est assez simple. Si on prend juste des points isolés de notre fil, le champ électrique d'un point isolé, c'est comme ça, on est d'accord. Sauf que, juste à côté, on aura la même chose. Et en fait, toutes les choses qui ont, tous les vecteurs, toutes les flèches qui ont une composante selon x, vont être annulées par la même chose de l'autre côté. Donc ça plus ça, forcément un vecteur comme ça, plus un vecteur comme ça va juste donner un vecteur comme ça. Et en fait, les seuls vecteurs qui restera, ce sera juste les vecteurs qui sont selon y. Donc voilà, c'est pourquoi le champ électrique a cette tête-là. Et en fait, c'est bien plus simple, ça nous simplifie la vie parce que on a juste à se soucier du champ électrique selon y. Donc, maintenant, pour notre problème, on va prendre un point, ici on va appeler A, qui est situé à une certaine distance R. Donc maintenant, pour calculer le champ électrique au point A, à une distance R du fil donc, là le point A il aurait pu être ici, c'est pas un problème vu que le fil il est infini, on s'en fiche d'où est-ce qu'il est centré. Donc, pour calculer le champ électrique à une distance R de notre fil infini, en fait on va juste imaginer qu'on a notre point A et qu'on a plein de points comme ça. Et on va calculer donc le champ électrique généré par ce point-là, sur ce point-là, plus le champ électrique de ce point-là, plus lui,
plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. Et donc forcément, on va juste prendre en compte euh, les vecteurs, enfin les composantes selon y. Donc on devra faire une projection, enfin ça j'explique après, mais c'est logique qu'il ne faut pas qu'on prenne en compte tout ça, vu que de l'autre côté, ça va être annulé par quelque chose qui est comme ça. Donc on va juste prendre en compte la composante selon y à chaque fois, mais en gros c'est ce qu'on va faire. Donc on va juste intégrer le champ électrique généré par les mini-parties de ce fil-là. Et donc concrètement, mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, imaginons, euh, je vais dessiner en vert ici, qu'on soit à un point ici, séparé par une distance h du point A, et que ce point ici, ça soit juste un point de charge dq, ça veut dire une charge infiniment petite. Et donc la distance ici, ça sera forcément une distance dx. Et que ici, la distance, on va l'appeler A. Donc, c'est quoi le champ électrique généré par juste, imaginons qu'il y avait une particule comme ça. Et bien en fait, le champ électrique, ça va être, bon, ça va être un champ électrique forcément infiniment petit, vu que la charge est infiniment petite, donc on va l'appeler dE, ça va être égal à K fois la charge en question ici, donc dQ, sur la distance. Donc sur la distance au carré, donc H au carré. Ok, bon là ici, on va se mettre un autre truc, on va dire qu'on connaît l'angle θ, enfin on ne le connaît pas, mais on va utiliser θ ici. Et voilà. Mais dQ concrètement c'est quoi? dQ en fait c'est juste une petite portion de notre fil dx fois la densité. La densité qui est ici lambda 1. Donc là on peut déjà remplacer par la densité, enfin par dx. Donc ici ça va être dx fois la densité sur h au carré. Et donc maintenant, pour rendre les choses plus simples, on va essayer de tout exprimer selon θ. Ça c'est juste la partie mathématique, donc il n'y a pas d'explication physique en soi de pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est juste que les calculs seront plus simples. Ok, donc les valeurs qu'on connaît sont R et A. Et on a envie de tout exprimer selon θ. Donc déjà, dx selon θ c'est quoi? Enfin dx, oui. Pardon, en fait on va pas appeler ce point A, on va pas appeler ça A, on va appeler ça x parce qu'en fait x va varier, et θ aussi. Donc x et θ sont les deux variables de notre système, ça sert à rien d'appeler A parce que c'est pas une constante. Donc x concrètement, c'est quoi? Ou plutôt, comment est-ce qu'on peut trouver x dans θ? Et ben on sait que la tangente de θ, vu qu'on connaît pas h et qu'on connaît r et x, donc on va éviter d'utiliser h, la tangente de θ c'est juste côté opposé divisé par côté adjacent. Donc on a tangente de θ qui va être égale à x divisé par r. Et donc on a x qui va être égal à r fois tangente de θ. Et donc on aura dx qui va être égal à r dθ sur cosinus carré de dθ. Ok, donc maintenant on connaît x, mais comment on fait pour connaître h? Et ben, en fait h c'est très simple, c'est juste de la trigo là. On va utiliser donc on peut utiliser soit le sinus soit le cosinus, je préfère utiliser le cosinus. Donc on a cosinus de θ qui va être égal. En fait le tips ici, enfin l'astuce plutôt, c'est si on a une inconnue, on utilise les choses les plus simples. Donc on sait ici que x est une variable, donc c'est pas le plus simple, alors que r c'est fixé. Donc on va utiliser r, et r c'est le côté adjacent à θ, donc le côté adjacent c'est le cosinus qu'on utilise. Alors que le côté opposé c'est le sinus qu'on utilise. Et si on veut connaître euh, autre chose, on va utiliser la tangente plutôt. Donc là, cosinus de θ, ça va être égal à adjacent, donc r sur l'hypoténuse. Et donc là, h, ça va être égal à r sur cosinus θ. Donc maintenant, ici, on n'a plus qu'à remplacer. On aura k fois dx qui maintenant est égal à r dθ sur cosinus carré θ fois 1 sur h au carré, donc cosinus carré sur r carré, sur r carré, là ça simplifie, là aussi, et on aura juste à la fin k, j'ai oublié le lambda, oui j'ai oublié le lambda,
fois lambda, donc lambda fois k fois dθ sur R. Donc ça, c'est la valeur du champ électrique au point A, à une distance, enfin plutôt à une distance h du point A, générée par juste une petite partie du fil. Mais donc là, on va voir qu'on va faire varier dθ, enfin oui, on va faire varier θ de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, parce que forcément, on va étudier les points, un point ici, un point ici, un point ici, et pareil, un point ici, un point ici, un point ici. Et donc maintenant, on peut calculer la valeur du champ électrique. Le champ électrique, ça va juste être l'intégrale tous les mini-champs électriques. Mais en fait, là, il faut faire attention parce que c'est juste le champ électrique selon Y. On a dit que la composante qui est importée, c'était juste celle selon Y. Donc, DEY. Et ça, en fait, sur tout le fil, donc sur tout lambda, on va dire. Mais là, le problème, c'est que EY, en fait, enfin, c'est pas un problème, juste, on a calculé DE, pas DEY. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste la projection sur l'axe X, donc fois le cosinus de θ. Donc, ça sera juste égal à cosinus de θ fois DE, qu'on a calculé juste avant. Et donc là, on remplace. Euh, J'ai oublié les valeurs, je crois que c'était... Bon là forcément on aura lambda k sur L de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cosinus θ dθ, et je crois que c'est juste ça. Et donc là, on intègre, ça fait une intégrale très simple, hein, c'est juste sinus là. Donc ça fera lambda k sur L fois sinus θ de pi sur 2 à moins pi sur 2. Donc là ça fait juste sinus de θ de pi sur 2, ça fait 1, moins 1, donc ça fait 2. Donc là on aura juste 2 lambda k sur L. Et voilà, ça on le met sur un côté. Et maintenant qu'on connaît la valeur de E, eh ben, on peut passer à la deuxième partie. Donc en fait, je crois que j'avais écrit L en dessous, mais en fait c'est R, hein, c'est la distance au fil qui est R. Donc là c'est une fonction selon R. Donc forcément plus on est loin du fil, moins le champ électrique sera élevé. Donc maintenant on va juste redessiner notre problème de départ pour bien qu'on comprenne notre situation maintenant. On a notre fil lambda 1 qui est à côté d'un fil lambda 2, séparé par une distance L, et on sait que notre fil lambda 1 génère un champ électrique comme ça, un champ électrique E, et que ce champ électrique, il a une valeur de 2K lambda sur R. Donc si on est à un point ici qui se tient à une distance A, on sait que le champ électrique à ce point-là va être égal à 2K lambda sur A, par exemple. Donc maintenant, on va utiliser justement ce champ électrique pour calculer la force, ici. Donc la force, disons pour un point ici qu'on va appeler Q, enfin qui a une charge Q, par exemple, ça sera juste Q fois E. Donc ça sera juste Q, enfin plutôt la norme, ça sera juste égal à Q fois 2K lambda sur la distance qui les sépare ici, donc R. On va appeler cette distance-là ici R. Donc là c'est juste pour un point du fil. Et sauf que là, c'est pas un point. Là, concrètement, c'est une infinité de points à côté. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'autre, c'est la partie 2 de ce problème. On va plutôt voir du point de vue ici. Imaginons que là, ce soit notre fil euh, lambda 1 qui vienne vers nous, et que à côté, on ait notre fil selon Z. Ici, ça sera L. Là, on va essayer de calculer la force pour chacun des petits points ici. Donc, même schéma que pour l'autre, on aura, imaginons qu'on veuille étudier un point ici, enfin plutôt un fragment infiniment petit de ce fil-là, de taille tz, et de charge dq, avec ici une distance h et un angle θ. Et bien en fait, on va juste calculer la force
encore une fois, selon Y. On a dit au tout début que la force était selon Y, donc c'est comme le champ électrique, on devra juste se soucier de la composante selon Y de la force. Et voilà. Donc on devra juste utiliser la projection, encore une fois, de cosinus θ sur cet axe-là, qui est l'axe Y. Et donc on devra faire ça pour chacun des points ici. Et donc concrètement, pareil que dans la partie 1, c'est très similaire à deux parties. La force infinitésimale à ici notre point, ça va être dF. Encore une fois, quand j'étudie un point, j'imagine que c'est juste ce point tout seul. Ça sera la charge dQ fois E. Sauf que là, on veut juste s'intéresser à cet axe-là. Donc encore une fois, si on veut s'intéresser à dFy, ça sera dQ fois E fois cosinus θ. Et donc, ici, dQ c'est égal à quoi? dQ c'est égal à dz fois lambda 2, donc lambda 2 dz. Et donc en fait, notre force F ici va juste être égale à l'intégrale de dFy sur tout le fil lambda 2, qui est égal à lambda 2 dz cosinus θ fois E, z allant de moins l'infini jusqu'à l'infini. Donc là, il faut juste résoudre l'équation, enfin l'intégrale plutôt. Soit on choisit d'utiliser la variable z, soit la variable θ, encore une fois, les deux varient, on choisit laquelle on préfère. Moi je préfère utiliser le θ, c'est toujours plus facile d'intégrer les équations trigonométriques je trouve, mais c'est un choix personnel. Et on va terminer la vidéo en faisant ça. Donc, on a, encore une fois, notre z. On remarque que tangente de θ, c'est juste égal à adjacent, plutôt opposé sur adjacent, donc AZ sur L, et que Z ça va être égal à L tangente θ, et donc que dz va être égal à L dθ sur cosinus carré θ. Ok? Et dans E, on utilise la distance R, qui ici est h, et en fait h, on va utiliser encore une fois la chose la plus simple, donc le cosinus de θ. On va utiliser le fait que cosinus de θ, ça soit adjacent sur hypoténuse, donc L sur h, et que donc h soit égal à L sur cosinus θ. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc il faut juste remplacer ici, dans l'intégrale, on aura f qui est égal à lambda 2 fois 2k lambda 1 fois 2k lambda 1 sur dz qui maintenant est L dθ cosinus carré θ, cosinus θ fois cosinus θ fois 1 sur R, donc cosinus θ sur L, fois cosinus θ sur L, et là c'est pas de moins l'infini à l'infini, pardon, maintenant qu'on opère avec θ c'est moins pi sur 2, pi sur 2, et donc là on voit que tout s'annule, la cosinus carré s'annule avec l'autre cosinus carré et le L s'annule aussi, donc ici on aura juste notre force F qui va être égale à 2k lambda 1 lambda 2 fois l'intégrale de dθ de moins pi sur 2 à pi sur 2, qui est donc égal à 2k lambda 1 lambda 2 fois θ qui va de... Oui, parce que là, on intègre 1, donc forcément l'intégrale de 1, c'est la variable elle-même. Donc, qui va de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Et là, je vais écrire en vert pour que ce soit plus visible. Ça, c'est juste égal à donc pi sur 2, moins pi sur 2, donc plus pi sur 2, donc ça sera pi. Et donc, ça fera 2k pi fois lambda 1 fois lambda 2. Et ça, comme on rappelle que k c'est égal à 1 sur 4pi de epsilon 0, et bien forcément, si on multiplie ça par 2pi, on aura juste 1 sur 2 epsilon 0 en bas. Et donc on aura juste lambda 1 fois lambda 2 sur 2 epsilon 0.